Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour ce troisième numéro de l'Aromazine Co. Alors au sommaire de ce numéro, on va voir la rubrique Actualité avec quelques études récentes sur les huiles essentielles. On va ensuite aborder la physiologie du microbiote, c'est le thème central de ce numéro. Et puis Kevin va nous présenter le microbiote et la naturopathie, comment en particulier les bourgeons peuvent nous aider à restaurer ou à conserver l'équilibre de notre microbiote. Et pour finir, Philippe va aborder la séquence interview. Il aura deux invités de marque. Philippe, je te laisse en dire deux mots. Oui, j'ai rencontré pour vous Vienne Villey et Grégory de la Maison Néroli à Paris, qui est une boutique assez extraordinaire qui propose pas moins de 350 références différentes d'huiles essentielles. C'est une véritable caverne d'Alibaba aromatique et vous verrez qu'ils parlent avec passion de leur métier. Merci Philippe. Et je rebondis sur quelque chose, l'aromazine, donc c'est cette séquence que vous êtes en train de regarder, c'est aussi une branche de Natural Chemia. Natural Chemia, c'est notre société de formation. On a créé des fondamentaux très poussés au niveau du contenu, basés sur des études les plus récentes. Et je pense que vous trouverez dans ce contenu toutes les clés pour pratiquer une aromathérapie de qualité et sécuritaire. Ouais, on a réussi à recréer un petit peu dans cette formation les interactions qu'on peut avoir en présentiel en fait. Et pour aborder cet aspect, vous recevez une trousse de testeurs d'huile essentielle sur laquelle les séquences d'e-learning s'appuient pour vous permettre justement de découvrir au niveau olfactif donc les différentes huiles essentielles. Voilà, et bon, on démarre tout de suite avec notre première séquence, l'actualité, où on va se retrouver tous les deux, Kevin. Aujourd'hui, on va vous parler d'une étude récente de cette année qui interroge beaucoup le monde de l'aromathérapie. Il s'agit des huiles essentielles qui pourraient avoir potentiellement une activité hormonale. Et cette étude s'est intéressée à l'activité de l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de lavande officinale. Et l'étude conclut que le degré de preuve scientifique n'est pas suffisant pour justifier d'une activité hormonale de ces deux huiles essentielles. Et toi, Arnaud, tu veux nous parler des huiles de la lavande et de la mélatonine? Oui, exactement. Alors une étude là aussi assez récente puisqu'elle date de 2019, donc elle a tout juste un an, qui a montré l'influence de l'huile essentielle, donc de lavande vraie, sur la production de mélatonine. Et vous savez que la mélatonine, c'est l'hormone qui favorise le sommeil, elle intervient dans la régulation des cycles journaliers. Et donc la lavande, encore une fois, montre son efficacité sur en gros tout ce qui est l'anxiété, l'humeur, et donc le cycle veille-sommeil, et en particulier l'endormissement. Merci les amis pour ces deux très bonnes études. Alors donc Arnaud, tu ajoutes au bienfait de cette huile essentielle de lavande un boost sur la mélatonine qui est très intéressant et ça s'ajoute aussi aux propriétés anxiolytiques déjà reconnues scientifiquement de cette belle huile essentielle. Quant à toi, Kevin, tu cites une étude très importante parce que pendant des années, on a traîné avec nous une pseudo-nocivité des huiles dites hormone-like par rapport à des antécédents de cancer hormonodépendant qui en fait ne s'appuie sur aucune étude. Donc vivement rétablir la vérité sur ces très belles huiles essentielles. Exactement. Et ce qu'on peut rajouter en plus, c'est qu'on ne s'est pas intéressé aux autres composants des produits qui ont pu développer une gynécomastie, c'est-à-dire un développement des seins chez les jeunes garçons. On a tout de suite préféré incriminer les huiles essentielles qui pouvaient être perturbatrices endocriniennes, alors que les autres composants qui étaient contenus dans ces produits pouvaient être, eux, des vrais perturbateurs avérés. Arnaud, à ton tour, tu vas nous introduire un sujet sur le microbiote, c'est bien ça? Oui, on va s'intéresser cette fois-ci au microbiote, à son équilibre et voir comment les huiles essentielles peuvent l'influencer. A tout de suite. Super. Alors on va s'intéresser tout de suite au microbiote intestinal, voir d'où il vient et comment on peut l'influencer avec les huiles essentielles. Alors d'abord, il faut bien se rappeler que le microbiote, c'est en fait un ensemble de bactéries, de virus et de champignons qui vivent soit à l'intérieur, soit à la surface de notre corps. Avant, on appelait ce microbiote la flore. Le problème de ce terme, c'est qu'il fait référence au monde végétal, alors que tous ces micro-organismes ne sont pas des plantes. Et donc le terme de microbiote est quand même beaucoup plus juste. Ce microbiote provient en fait de notre naissance. C'est à ce moment-là que le bébé va ensemencer son tube digestif en passant déjà au niveau du vagin de la maman. Et puis ensuite, un environnement normal qui va lui permettre de rencontrer certains microbes vont permettre de continuer à ensemencer son tube digestif.
Donc ça, c'est déjà l'origine de notre microbiote. Et en fait, ce microbiote va se retrouver dans plein d'organes. On en retrouve évidemment au niveau du tube digestif, mais on en retrouve également au niveau du cerveau, au niveau du système respiratoire, du système génito-urinaire et même à la surface de la peau. Donc vous voyez qu'en effet, le microbiote va se retrouver dans beaucoup de structures au niveau de notre corps. Nous, on va s'intéresser de façon un peu plus spécifique aujourd'hui au microbiote intestinal, et en particulier à celui qui est contenu dans le gros intestin. Vous savez, cet organe qui est ici, qui fait une forme de U inversée et qui va jouer des fonctions très importantes pour la digestion. Ce microbiote, abrité par le gros intestin, est différent dans les différentes parties du gros intestin. Par exemple, dans le côlon ascendant, le côlon droit, qu'on retrouve ici, eh bien, on va retrouver un microbiote plutôt de fermentation, avec des bactéries et des champignons qui sont adaptés à la dégradation plutôt des fibres d'origine végétale. Ce microbiote se développe surtout en milieu acide. En revanche, de l'autre côté, au niveau du côlon descendant, donc plutôt dans le côlon gauche, on va retrouver cette fois-ci un microbiote de putréfaction, qui sera adapté plutôt à la dégradation des protéines d'origine animale ou végétale. Ce microbiote se développe surtout en milieu basique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez que vous ayez une alimentation très riche en protéines. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez favoriser le microbiote de putréfaction. Et les bactéries et les champignons qui sont normalement censés se retrouver dans le côlon gauche, en milieu basique, vont commencer, comme elles se développent, à migrer dans une partie du côlon qui aura un pH moins adapté à son fonctionnement, en particulier un pH acide. Et dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir avoir des désagréments, comme par exemple des ballonnements. Donc vous voyez qu'un bon équilibre du microbiote peut influencer un bon état de santé. Et on va même plus loin. On a découvert que le microbiote allait influencer notre système immunitaire. Et oui, un bon microbiote favorise une lutte efficace contre les virus. Alors pour terminer sur ce microbiote intestinal, il représente quand même une quantité très importante de cellules. Vous voyez, entre 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes, ce qui veut dire 10 suivi de 14 zéros, ça fait quand même vraiment beaucoup, soit, et c'est peut-être un peu plus simple, environ 2 kg de notre poids corporel. 2 kg de notre poids corporel est en fait situé dans notre intestin et représenté par les micro-organismes qui l'abritent. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable tout ça. Alors comment les huiles essentielles peuvent influencer justement ce microbiote? Eh bien on a découvert des études en tout cas ont montré de façon assez précise comment certaines huiles essentielles allaient agir sur le microbiote. En particulier l'huile essentielle de cannelle écorce était très intéressante parce qu'elle permettait de contrôler les populations des différentes parties du microbiote. L'huile essentielle de cannelle écorce allait favoriser des bactéries plutôt favorables et limiter le développement de bactéries plutôt pathogènes ou en tout cas qui étaient moins importantes pour l'équilibre de notre flore intestinale. De même, une autre huile essentielle très intéressante, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Cette huile essentielle a montré elle aussi qu'elle allait intervenir sur le microbiote en diminuant les populations de mauvaises bactéries et en favorisant au contraire le développement des bonnes bactéries. Une expérience a même été menée sur cette huile essentielle d'orange douce et on a démontré qu'en alimentant de façon très importante des souris, et donc autrement dit en les rendant obèses, et bien simplement en donnant un petit peu d'orange douce, et bien on allait diminuer la prise de poids par rapport au groupe témoin. Ce que ça montre, c'est qu'en agissant sur le microbiote, et bien l'orange douce allait réguler la prise de poids de la souris. Donc vous voyez qu'on a des huiles essentielles qui peuvent influencer le microbiote. Ces huiles essentielles sont étudiées, on connaît leur mode d'action et les populations cibles sur lesquelles elles vont agir. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seules huiles essentielles qui agissent sur le microbiote. D'autres huiles essentielles sont traditionnellement utilisées, mais ces deux-là, en tout cas, sont étudiées au niveau des études, au niveau des publications scientifiques, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Merci Arnaud pour ce sujet très intéressant sur le microbiote. Alors, ce microbiote, c'est un petit peu aussi notre baromètre. On s'est aperçu que dans des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, comme Parkinson, comme la sclérose en plaques, on avait une dysbiose du microbiote. Donc, peut-être préserver cette partie de notre corps, c'est indispensable. Exactement, Philippe. On a de plus en plus de données scientifiques à ce sujet qui convergent dans le sens où un microbiote en bonne santé, c'est également une bonne santé de l'individu de façon globale. Arnaud, j'aurais une question pour toi. On parle beaucoup des antibiotiques délétères sur le microbiote. On sait qu'on a des huiles essentielles qui ont une activité bactéricide ou bactériostatique sur les bactéries du microbiote.
Est-ce que le fait de prendre des huiles essentielles par voie orale va détruire une partie ou non de notre microbiote? Alors, c'est vrai que on dit souvent que les huiles essentielles ont une activité antibactérienne. En fait, c'est pas la même activité que des antibiotiques. Et autant un antibiotique peut détruire une classe entière de bactéries et du coup déséquilibrer le microbiote, autant les huiles essentielles auront plutôt une activité régulatrice. Et donc, on n'aura pas l'effet délétère sur le microbiote qu'on peut observer avec des antibiotiques. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je crois qu'on va justement enchaîner avec ta séquence, Kevin, où tu vas nous parler du microbiote, justement, mais cette fois-ci sous l'angle de la naturopathie. C'est ça. Prendre soin de ses intestins n'a jamais été aussi important. Quand on parle d'intestin, on parle à la fois de l'intestin grêle, mais aussi du gros intestin qu'on appelle le côlon. Le tout est composé de bactéries, ces bactéries formant le microbiote intestinal. Ce microbiote a un but métabolique, il permet l'assimilation de nutriments, il permet aussi la synthèse de vitamines comme la B8, la B12, la K2, et synthétise également des acides gras à chaîne courte. Il a un rôle barrière, les bactéries intestinales permettent de faire barrière contre certains pathogènes, un but immunitaire majeur dans le sens où nos intestins contiennent 70% des cellules de notre système immunitaire. L'axe intestin-cerveau, dont vous avez tous entendu parler, si l'on prend 10 messages qui communiquent entre les intestins et le cerveau, 9 proviennent des intestins en direction du cerveau, contre un seul message qui provient du cerveau en direction des intestins. Le microbiote est fragile, hein. Différentes influences peuvent avoir une action positive ou négative. Qu'est-ce qui influence de façon positive? Un accouchement par voie basse. On sait que les enfants qui naissent par voie basse ont moins d'allergies, ont moins d'asthme, ont moins de pathologies plus tard. L'allaitement influence positivement également. L'alimentation équilibrée, diversifiée, le sommeil qui doit être de qualité et régulier, une activité physique régulière et modérée, les prébiotiques et les cobiotiques qu'on va voir plus tard. Probiotiques, point d'interrogation. Est-ce que les probiotiques que l'on prend euh, sont ici de façon transitoire ou s'implantent de façon durable? On ne sait pas, je pense que les années à venir nous le diront. Qu'est-ce qui influence négativement l'accouchement par césarienne? Il faut savoir que certains hôpitaux ont trouvé une parade à cet accouchement par césarienne dans le sens où ils prennent une compresse, prélèvent un peu de sécrétion du vagin de la maman et badigeonnent l'intérieur des joues du bébé pour pouvoir avoir une implantation qui ressemble le plus à un accouchement par voie basse. Une alimentation déséquilibrée, qu'elle soit trop riche, trop grasse, trop sucrée, trop salée, influence négativement le microbiote. Une antibiothérapie, quand vous prenez un antibiotique pour lutter contre une bactérie, l'antibiotique ne sait pas faire la différence entre une bactérie pathogène et une bactérie qu'on dit comment ça, c'est-à-dire une bactérie qui vit dans nos intestins et qui nous est propice. Les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est médicaments qui permettent de diminuer l'acidité gastrique, ont différents effets indésirables, notamment la diminution de l'assimilation du calcium, du magnésium, de la vitamine B12, mais on sait maintenant que les IPP empêchent ce qu'on appelle les jonctions des cellules de l'intestin de se faire correctement. En fait, nos cellules de l'intestin sont soudées les unes aux autres et les IPP peuvent détruire ces jonctions. Les lavages coliques avant une coloscopie, par exemple, entraînent une forte évacuation de nos bactéries intestinales. L'inflammation, cause-conséquence, on ne sait pas trop, ce qu'il y a un peu des deux peut-être. Est-ce que c'est l'inflammation qui entraîne une influence négative sur le microbiote ou est-ce que c'est un microbiote altéré qui engendre de l'inflammation ou un peu des deux? Un sommeil irrégulier, le stress, la sédentarité influencent également négativement ce microbiote. J'ai mis au milieu la génétique, l'épigénétique et l'environnement parce que eux, ils peuvent influencer de façon positive ou négative selon notre patrimoine. Comment s'y retrouver dans la jungle des biotiques? Les probiotiques, vous en avez tous entendu parler. Les probiotiques, on entend de plus en plus parler de cette famille. Les postbiotiques et les cobiotiques que vous retrouvez à droite, c'est assez nouveau et on va en parler tout de suite. Les probiotiques, c'est des bactéries. Certains auteurs incluent également les levures. Les probiotiques exercent un certain nombre d'effets positifs sur la santé. On a de plus en plus d'études qui prouvent une certaine efficacité. Attention, cette efficacité est relative.
Il y a une efficacité sur certaines pathologies, mais pour l'instant, on pense que les effets probiotiques sont surtout surévalués. Les prébiotiques, il s'agit de fibres issues de notre alimentation. Il faut savoir que certaines fibres agissent sur certaines bactéries de notre intestin, quant à d'autres fibres agissent sur d'autres bactéries. Les postbiotiques, il s'agit de métabolites, c'est-à-dire des produits fabriqués par nos bactéries de notre microbiote. Le métabolite le plus intéressant actuellement, c'est les acides gras à chaîne courte. Il y a notamment le propionate, le butyrate et l'acétate qui sont fortement étudiés. Les cobiotiques, c'est, je pense, la notion la plus récente. Euh, on a surtout 3 cobiotiques intéressants. La quercétine issue de l'oignon, les oméga 3, la curcumine issue du curcuma, qui influencent de façon positive l'activité des bactéries de notre microbiote intestinal. Il y a une cinquième chose, mais bon, c'est plus commercial, c'est ce qu'on appelle les symbiotiques, qui sont une association dans un même produit de probiotiques et de prébiotiques. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour équilibrer notre microbiote intestinal? La gémothérapie nous offre une solution avec les bourgeons de noyer. Ce bourgeon de noyer équilibre notre microbiote intestinal. C'est-à-dire qu'il permet de passer d'un état de déséquilibre appelé dysbiose vers un état de biose, d'équilibre. Il favoriserait l'efficacité des probiotiques, c'est-à-dire qu'il permettrait l'implantation plus durable des probiotiques. Il favorise la résilience du microbiote après une antibiothérapie. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez un antibiotique, l'antibiotique va détruire la bactérie que l'on souhaite détruire, mais aussi les bactéries intestinales. Et le bourgeon de noyer permet un retour à l'équilibre initial beaucoup plus rapide. Il possède également une action intéressante antidiarrhéique. Une dernière diapo pour vous parler des probiotiques qui sont sur le marché. Attention, ne vous fiez pas qu'au discours du professionnel, lisez ce qui est marqué sur l'emballage. Je vous ai fait une capture ici d'un probiotique qui a été mis sur le marché il y a quelques mois, qui a bénéficié d'énormément de pubs télé. Et vous retrouvez dedans du dioxyde de silicium, et en plus pas sous n'importe quelle forme, mais sous forme nanoparticules. Je trouve que ça n'a rien à faire dans un probiotique, ça ne devrait d'ailleurs être inclus dans aucun produit par voie orale ou par voie cutanée. On a de plus en plus d'études qui montrent un effet délétère de ces formes nanoparticules et qui seraient potentiellement cancérigènes. Ce qui me choque le plus dans ce probiotique, et dans les probiotiques de façon générale, c'est que retrouver du dioxyde de silicium sous forme nanoparticules, ça peut engendrer encore plus de perturbations. Pourquoi? Quand vous êtes ballonné, que vous avez une altération du transit, une diarrhée, une constipation, une alternance des deux, des douleurs viscérales, il est possible qu'il y ait de façon sous-jacente ce qu'on appelle un leaky gut en anglais ou hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire que les jonctions dont on parlait tout à l'heure sont partiellement rompues. C'est-à-dire que vos cellules qui normalement sont soudées et ne laissent rien passer se détachent les unes des autres. Et il y a une partie du contenu de l'intestin, notamment les parties les plus petites, qui vont migrer en dehors de l'intestin et aller dans l'organisme. Donc les nanoparticules, de par la petitesse de leur taille, passent facilement les cellules intestinales. Et s'il y a cette hyperperméabilité intestinale, la dissémination dans l'organisme est majorée. Bon, deuxième ingrédient problématique, un arôme de synthèse de pêche, mais ça, c'est une autre histoire. Merci Kevin pour ce sujet passionnant. Alors moi j'ai une question pour toi. Je me mets à la place du consommateur. Quand on veut acheter des probiotiques pour essayer de réensemencer notre microbiote, qu'est-ce qu'il faut choisir? Un nombre maximal de souches? Est-ce qu'il faut les prendre encapsulées ou non? Grande question. C'est vrai que c'est une véritable jungle, les probiotiques. Les laboratoires ont repéré le filon très rapidement, donc il y a sur le marché pléthore de probiotiques différents. Ce qui est important, c'est de se référer au laboratoire, de son ancienneté par rapport aux probiotiques qu'ils commercialisent. Il y en a certains, ça fait plus de 30 ans qu'ils commercialisent des probiotiques. Ils ont un vrai savoir-faire. Ils ont fait des études pour savoir ce qu'il y a dedans et leur action sur l'organisme. Donc après, quel probiotique choisir? C'est vrai qu'on a des probiotiques qui dosaient à 1 milliard de bactéries et maintenant on arrive à 80 milliards de bactéries. Ce qui compte, c'est le degré de pathologie, les pathologies. Et là, il faut s'adresser à un professionnel de santé formé pour vous orienter sur le bon probiotique. Et c'est vrai que maintenant, sur le marché, on voit des probiotiques qui sont dits encapsulés. C'est pour qu'il y ait plus de bactéries qui arrivent au niveau du côlon, alors que les autres plutôt se dégradent au niveau de l'estomac. Mais malgré tout, ça fait intervenir l'industrie chimique pour encapsuler ces probiotiques. Ok.
Bah merci Kevin, c'est vrai que c'est important de savoir qu'on prend des compléments alimentaires de bonne qualité pour qu'ils soient efficaces, sinon forcément ça remplit pas le but. Juste un petit Exactement. point sur un élément que je trouve intéressant, c'est que on parle beaucoup aussi du microbiote vaginal et il faut savoir qu'à partir de mai 2021, les dispositifs médicaux à base de souches bactériennes ne sont plus autorisés à la vente et donc on ne pourra plus avoir de souches bactériennes donc en ovules vaginaux à partir de mai 2021. Et c'est quand même dommage puisque c'était un outil qui était très efficace pour rétablir justement l'équilibre au niveau du vagin. Alors c'est un petit peu hors contexte par rapport au microbiote intestinal, mais comme tous les microbiotes sont reliés finalement, ça a du sens aussi d'aborder cet aspect-là. Et bien je crois qu'on va revenir à Philippe avec donc ces deux invités de marque. Philippe, tu veux dire un mot avant de démarrer l'interview? Avec plaisir. Wang Wiley et Grégory animent la Maison Néroli à Paris. C'est un magasin unique en son genre puisqu'il propose des huiles essentielles, plus de 350 références qui toutes sont choisies avec la sensibilité du nerf olfactif puisque le droit de passage, le droit d'entrée dans la boutique, c'est par le nez qu'il est obtenu. Alors je vous laisse avec ces deux personnes extrêmement instruites en huile essentielle et passionnées autant que passionnante. Voilà, eh bien aujourd'hui nous sommes très heureux d'inviter Viang Vilay Prachansiri et Grégory Chinon qui sont les deux directeurs de la Maison Néroli à Paris, une boutique dont il n'existe aucune autre en France. Alors, Grégory et Viang Vilay, comment vous est venue l'idée d'ouvrir une boutique dédiée aux huiles essentielles, mais aussi aux eaux florales, aux huiles végétales, absolues et parfums naturels? Alors déjà, à la base, nous, on était passionnés d'huiles essentielles et d'odeurs. Et on passait notre temps à aller chercher les petits trésors, aussi bien aller voir les producteurs directement pendant nos vacances, ou alors aller voir les salons et vraiment aller dégoter des petits trésors. Et on n'arrivait pas à trouver une boutique qui correspondait à ce qu'on recherchait. Et en parallèle, on avait envie depuis plusieurs années de faire un projet ensemble. Donc du coup, un jour, on s'est dit pourquoi pas faire la boutique dont on rêve. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Maison Néroli. C'est comme ça qu'est née Maison Néroli. Alors, pourquoi avoir choisi la fleur de Néroli pour donner en quelque sorte un emblème à cette boutique très particulière? Bah, déjà parce que c'est une huile essentielle qu'on adore, qui est vraiment magnifique, hein, qui est à la fois douce, élégante, extrêmement rassurante. Et puis aussi parce que ça parle à beaucoup de monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et c'est une huile essentielle qu'on utilise en aromathérapie, mais aussi en parfumerie, en cuisine. Donc on trouvait que c'était assez proche de ce qu'on voulait faire, une boutique ouverte. Mm. Alors là, vous dites on, mais est-ce que Grégory et vous avez les mêmes affects par rapport aux huiles essentielles, les mêmes sensations? Vous vous retrouvez aussi sur les parfums? Ça dépend, ça dépend. On n'a pas les mêmes sensibilités, forcément, parce qu'on est différents, donc on n'a pas les mêmes sensibilités. Ça nous permet d'apporter des choses différentes à des demandes différentes. Mhm. Madame est un petit peu plus versée vers l'énergétique, le vibratoire, le subtil, et moi je suis un petit peu plus versé vers la biochimie et le physico-physique. Et puis, bien évidemment, comme pour tout le monde, les odeurs, certaines sont plus appréciées par madame, d'autres sont plus appréciées par moi, et vice-versa. Mhm. Alors, vous proposez plus de 300 références d'huiles essentielles, je crois, dont plusieurs crues de la même plante. Sur quelle base avez-vous sélectionné ce catalogue absolument incroyable? Eh bien, on a d'abord sélectionné ce que nous, on aimait. Ça, c'était la première partie. Déjà, évidemment, toutes les plantes qui poussent en France, qui étaient cultivées et distillées par des artisans avec lesquels on travaillait, qu'on achetait déjà avant la création de la boutique. Mhm. Ensuite, on a étoffé ça avec des odeurs aussi un petit peu plus particulières qu'on aimait bien tous les deux et qu'on avait moins l'occasion d'utiliser, comme je sais pas moi, l'iris ou le jasmin par exemple. Et après, on s'est repenché sur tout ce qui existait dans la littérature et on a sélectionné
à peu près tout ce qu'on pouvait nous demander et tout ce qui était vraiment marquant dans la littérature sur le sujet. Donc, on a atterri à l'origine sur à peu près 300 plantes. Maintenant, on en a un petit peu plus de 350 parce qu'on continue d'étoffer la gamme. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi à l'origine. Et puis, comment on a choisi aussi chaque huile essentielle, si c'était l'objet de la question, on a senti tout ce qu'on pouvait trouver et on a sélectionné à chaque fois les odeurs les plus riches et les plus complexes, puisque c'est très généralement ce qui va être le plus intéressant, déjà évidemment sur le plan olfactif et puis sur le plan thérapeutique, parce qu'une odeur plus riche et plus complexe, ça veut dire une distillation plus longue et mieux faite en fait, voilà, tout simplement. Donc, la sélection par le nez. Exact, exclusivement par le nez, parce que ça reste, on peut voir toutes les chromatos du monde. Le nez, ça reste l'instrument le plus précis, le plus juste pour juger de la qualité d'une huile essentielle. Alors, après la qualité, pardon, pas la qualité, de juger de ce que nous, on préfère. Voilà. D'accord. Alors, vous vendez, la plupart de vos références sont des références bio ou sauvages. Or, c'est souvent une différence extrêmement compliquée à faire comprendre à l'acheteur. Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, déjà, bien souvent, nos plantes sauvages sont bio aussi, puisque selon les origines, alors en France, c'est plus facile de faire certifier bio une plante sauvage. À l'étranger, ce n'est pas toujours évident. Toutes nos plantes sauvages françaises sont certifiées bio. Pour les origines du monde, on a sélectionné de toute façon que des huiles essentielles issues de plantes dont on est sûr qu'il n'y a aucun intrant de synthèse qui a été utilisé. Donc, même si c'est sauvage, on peut tout à fait justifier le fait que, même si c'est sauvage, pardon, non certifié bio, on peut tout à fait justifier le fait que c'est bio quand même. Et ensuite, on explique qu'une plante sauvage n'a pu compter que sur elle-même pour pousser, et donc sera forcément plus intéressante sur le plan énergétique. Une plante de culture, on lui aura apporté tout ce dont elle a besoin pour pousser, donc ça va donner deux gestes différents, deux huiles essentielles différentes. On n'a pas trop de mal en général pour l'expliquer. Après, nous, on a le défaut de souvent tirer en longueur les explications, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la possibilité d'expliquer correctement. On prend beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Alors, rien n'est moins variable qu'une huile essentielle au fil des récoltes, mais également, est-ce que vous constatez des variabilités importantes chez un même distillateur et est-ce que parfois, ce qui vous semblait bien pour une récolte vous semble un petit peu moins bien pour une autre? Oui. Vas-y. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'à chaque nouvelle distillation, on sent ça nous permet de décider si on sélectionne, si on ne sélectionne pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le producteur, lui, il a la maîtrise sur ses techniques et les outils qu'il met en place. En revanche, ce qu'il ne maîtrise pas, c'est le climat de l'année, comment varie le sol. Comme il y a souvent des polycultures, donc jamais de monoculture, l'interaction aussi entre les plantes peut faire qu'une plante d'une année sur l'autre va avoir un profil un peu différent. Donc bien sûr, on ressent chaque distillation. Alors, quand un client rentre de votre boutique, il doit être certainement impressionné par la quantité de références que vous proposez. Surtout que certaines huiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous les présentez dans plusieurs distillateurs, plusieurs versions, plusieurs terroirs. Est-ce que vous arrivez quand même à tirer de ces ventes une espèce de hit parade de ce qu'on vous demande le plus? Tu veux répondre? Oui, alors c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a une boutique un peu particulière. Donc nous, tout passe beaucoup par le conseil pour choisir une bonne huile essentielle. Et on s'éloigne un peu, on va dire, des hit parades qui sont, je pense, le cas dans des boutiques bio, par exemple. Après, là, au niveau de la saison, ce qu'on va vendre le plus, je pense, ça va être le laurier, peut-être le Ravinsara, et puis après des classiques comme la lavande et l'immortelle. D'accord. Ouais. Donc, Effectivement, oui, c'est vrai que le titri, par exemple, qui est un grand hit des ventes, qui est sûrement une des huiles essentielles, ou l'eucalyptus globulus, par exemple, qui sont sûrement des huiles essentielles les plus vendues en France et dans le monde, j'imagine. C'est pas forcément celle-là qu'on conseille le plus, donc c'est pas forcément celle-là non plus qu'on vend le plus. D'accord.
Oui, tout ça semble extrêmement logique. Alors, une chose qui est absolument ahurissante, c'est qu'on va trouver dans votre boutique des plantes sous forme d'huile essentielle dont on n'a jamais entendu parler. Je pense particulièrement à l'herbe de crocodile, au cabreva, au cubeb. Comment vous y prenez-vous pour faire connaître et sensibiliser vos clients potentiels à des huiles qu'ils ne connaissent pas? Ah. Eh bien, ça va être 3 cas différents pour les 3 huiles essentielles que vous avez citées. Pour le cabreva, on pourrait parler de son odeur. Alors, c'est 3 huiles essentielles déjà qu'on connaît relativement peu sur le plan de la thérapeutique parce qu'elles sont assez peu étudiées par les spécialistes. Donc, on ne va pas s'aventurer à leur trouver, alors dégoter des propriétés qu'on ne connaîtrait pas particulièrement. Le cabreva, on pourra partir sur le plan olfactif puisque le cabreva, c'est une huile essentielle qui a une odeur extrêmement intéressante qui va être entre le crémeux, le boisé et l'épicé, qui va être très relevée, tout en étant très très douce et très bon, donc elle va être intéressante pour ça. La cubeb, c'est un poivre qui est merveilleux, qui va être à la fois très doux et très surprenant, comme souvent les poivres et comme souvent les faux poivres aussi. Donc on pourra partir sur ce côté-là. Et puis pour l'herbe de crocodile, c'est encore différent parce que l'herbe de crocodile, elle est étudiée par personne, elle est connue par personne. Ses molécules majoritaires, ça va être le tétradécanol et le décanol, si je ne dis pas de bêtises, qui sont aussi des molécules totalement exotiques que personne ne connaît. On va partir sur le mystère. Et puis, il faut dire que c'est souvent. Alors, évidemment, on ne va pas les conseiller comme ça, sorti nulle part. L'herbe de crocodile, typiquement, c'est jamais une huile essentielle qu'on conseille. C'est toujours une huile essentielle que des gens vont venir chercher pour une utilisation particulière, que eux connaîtront et qui leur seront conseillés par leur thérapeute en général. Et donc, on va en profiter pour leur demander pourquoi ils s'en servent. Alors, votre boutique est une boutique parisienne, mais depuis relativement peu de temps, vous avez lancé un site de vente par correspondance. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je réponds. Mmh. En fait, à la base, nous, notre projet, c'était vraiment une boutique physique. C'est ce qui nous tenait à cœur. On avait envie de créer un lieu de vie, un lieu d'échange. Et ce qui nous excite le plus, en quelque sorte, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir des trésors, pouvoir les faire sentir et de voir les yeux de nos clients qui s'illuminent quand on ouvre un flacon. Donc, dans ce cadre-là, la vente en ligne, ça ne rentre pas vraiment dans ce type de projet. Après, on est comme tout le monde. 2020, je pense, nous a bien bousculé. Ça nous a obligés à revenir sur certains points. Et notamment, on a été obligé de lancer le site de vente en ligne pour pouvoir survivre suite au confinement. Mais on avait quand même envie de pouvoir rendre dans le site toute cette expérience qu'on propose en boutique. Donc, ça a été vraiment tout le défi du premier confinement où on a travaillé vraiment sur la navigation pour que ce soit doux, fluide et aussi sur les textes pour pouvoir, même si on n'a pas le flacon, pouvoir sentir, ressentir. Et ça a été vraiment passionnant. Et maintenant, on est heureux de pouvoir proposer ça. D'accord. Et quels sont les retours de ces clients distants? Alors, Plutôt positif, ils sont contents de pouvoir bénéficier de nos huiles à distance puisque on a la chance d'avoir une toute petite reconnaissance par des auteurs et par des thérapeutes un petit peu partout en France. Donc, évidemment, quand on habite Lyon, Brest ou Bayonne, c'est plus difficile pour venir à la boutique. Donc, les gens sont plutôt contents de pouvoir trouver tout ça. Et puis, ils sont aussi assez contents de pouvoir trouver les produits un petit peu plus particuliers comme les esprits de fleurs de Lavande et compagnie ou comme certains, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais certains produits qu'on vend au-delà des huiles essentielles et qui sont pareil assez peu disponibles sur Internet. Donc, les gens sont plutôt contents. D'accord. Alors là, très souvent, on peut observer que l'achat d'huile essentielle est concomitant à une demande de conseil, le plus souvent thérapeutique. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Ah, tu veux répondre? non, je te laisse répondre. C'est une bonne question. Alors, bête et méchant, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous me conseillez pour revenir à une santé, pour conserver une santé normale, comme on dit. Et puis surtout, les questions, c'est bien souvent des questions sur la sécurité,
puisque les gens, à tort ou à raison, mais en tout cas, moi je dirais plutôt à raison, se méfient beaucoup des huiles essentielles, trouvent assez peu de conseils sur les points de vente, malheureusement, bien souvent, en tout cas, malheureusement souvent en magasin bio, et a fortiori maintenant on trouve des huiles essentielles dans les supermarchés, donc évidemment sans aucun conseil, et les gens sont souvent assez inquiets puisqu'ils savent qu'il y a des choses à savoir et surtout des choses à ne pas faire. Donc c'est beaucoup des questions sur la sécurité, et puis on a la chance aussi d'avoir des gens qui viennent chercher des choses juste pour se faire plaisir. Et là, c'est un bonheur total de pouvoir les guider, de pouvoir leur faire sentir des choses et puis de pouvoir les orienter selon ce qu'ils préfèrent pour qu'ils trouvent l'huile qui va les charmer et qu'ils vont pouvoir diffuser avec bonheur. Selon vous, il y a un véritable besoin, une véritable demande pour de la formation en aromathérapie? Oui, oui. Oui, bien sûr. Pour reprendre ce que disait Grégory, je pense qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus les personnes qui arrivent dans l'aromathérapie, c'est à la fois toute la partie sécurité et comment je peux devenir autonome. Parce que quand on arrive et qu'on entend des choses du type dermocausticité, hépatotoxicité, photosensibilisation, ça peut paraître, déjà ça fait peur. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est dans toutes les situations? Est-ce que je vais être un danger pour moi ou pour mon enfant? Donc, les personnes ont besoin d'être rassurées sur ça. Et la deuxième chose, surtout, c'est toute la partie pratique. Parce que trouver des propriétés d'huile essentielle, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais une fois que je dois faire un mélange pour une douleur musculaire, par exemple, avec 2 huiles essentielles, une huile végétale et une certaine concentration, des fois, ça devient, quand on parle de règle de 3, etc., faire des calculs, ça peut faire peur. Donc, je pense que c'est vraiment donner des conseils pratiques pour que les personnes puissent être autonomes et être rassurées. Très bien. Alors, une autre dimension de la distillation, c'est les hydrolats, les eaux florales, qu'on a oubliées par le passé, qu'on redécouvre aujourd'hui avec une certaine littérature. Il y a quelques livres qui sont sortis. Je crois que c'est des substances que vous aimez conseiller. Est-ce que vous voyez un regain d'intérêt? Est-ce que vous notez un regain d'intérêt pour les hydrolats et les eaux florales? Alors, ça commence un petit peu. Ça commence à être connu. Déjà, c'est des produits qui sont magnifiques quand ils sont bien faits, c'est-à-dire avec un ratio approprié et sans conservateur, bien sûr. Et dans ces cas-là, ils sont intéressants au niveau thérapeutique, mais avec une grande sécurité d'utilisation. Donc, souvent, ça peut être plus simple pour les personnes qui arrivent, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est encore assez peu connu et c'est beaucoup connu pour l'utilisation cosmétique. Donc, nous, on travaille beaucoup sur le fait d'informer et de promouvoir ces produits qui, je pense, sont superbes. Avez-vous des problèmes pour obtenir les chromatographies des hydrolats que vous vendez? C'est plus compliqué parce que effectivement, Astéral, par exemple, fait des analyses de ces eaux florales, mais c'est rare parce que il y a 2 choses en fait qui posent problème. La première chose, c'est que c'est plus compliqué au niveau technique de produire une chromatographie d'eau florale que d'huile essentielle, première chose. Et la deuxième chose, pour l'instant, c'est assez peu demandé et comme ça a un certain coût. Et puis aussi, en ratio, les eaux florales coûtent moins cher que les huiles essentielles. Voilà, donc, il y a tout ça. Mais je pense que ça va se développer. Très bien. Alors, une autre dimension possiblement thérapeutique ou olfactive, c'est l'extrait CO2 supercritique. On commence à en parler en France, on commence à en trouver. Il y a quelques livres aux États-Unis. Quelle place vous souhaiteriez accorder à cette substance dans le futur? Une bonne place, comme on leur accorde déjà aujourd'hui. Enfin, une bonne place. On les met beaucoup en avant. On en a relativement peu, évidemment, sur la quantité d'huile essentielle qu'on a. Mais c'est des produits qu'on aime beaucoup mettre en avant pour plusieurs raisons. L'odeur va être, comme ça commence à se savoir, l'odeur va être en général beaucoup plus proche de l'odeur de la plante, en tout cas du végétal d'origine. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose sur le plan thérapeutique, même si pour l'instant elles sont très peu étudiées pour ça,
On va extraire, comme pour les absolus, on va extraire beaucoup de molécules qui ne sont pas extraites à la distillation puisque trop lourdes pour être entraînées par la vapeur d'eau, comme on dit. Et ce sont bien souvent des molécules qui sont très puissantes sur le plan thérapeutique, qui sont en général très apaisantes, très anti-inflammatoires, très rondes et très relaxantes. Et c'est des produits qu'on aime beaucoup mettre en avant pour leur utilisation, évidemment exclusivement en olfaction ou en diffusion. On ne va jamais ingérer un extrait CO2 ni une absolue et on va très, très, très largement la diluer s'il s'agit de l'utiliser sur la peau. Mais c'est des choses qu'on aime beaucoup mettre en avant parce qu'elles ont des effets bien souvent très puissants et très profonds et qui vont être très intéressants à mettre à profit pour le bien-être en général et puis pour avoir quelque chose de très proche de la plante. On a reçu récemment des extraits CO2 de cacao, par exemple, ou de café, qui sont extrêmement surprenants et on a vraiment l'impression, pour le cacao, on a vraiment l'impression d'être dans une chocolaterie. C'est très étonnant et c'est très, très, très intéressant sur le plan olfactif et sur le plan thérapeutique. Très bien. Alors, nous sortons de 2 périodes de confinement compliquées pour les commerces, et en particulier pour les commerces de niche, qui, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, n'ont pas semblé être essentiels. Comment vous parvenez et parvenez-vous à vous projeter dans le futur et quelle serait l'évolution la plus intéressante pour vous? Honnêtement, ça fait, là, si on revient sur, la situation des commerces, depuis les gilets jaunes, je pense que c'est assez mouvementé, pour, les petits commerces et personnellement, on ne se projette plus vraiment. On se dit juste qu'aujourd'hui, on est extrêmement chanceux, de pouvoir être, encore là, parce que c'est pas le cas, on connaît autour de nous des commerces qui ont dû fermer, soit suite aux gilets jaunes, soit suite aux grèves, soit suite au covid. Et aujourd'hui, on prend juste chaque jour comme il vient et tant qu'on peut ouvrir, on est heureux. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous dévoiler, pour terminer, peut-être des références que vous allez bientôt entrer au catalogue, des coups de cœur peut-être qui vont venir enrichir déjà la profusion de ce que vous proposez? Est-ce qu'on a le droit? Mais c'est un secret, Philippe. Écoutez, on est en train de tester plusieurs petites choses, dont une qu'on va très probablement proposer très prochainement, qui est l'huile essentielle d'ambrette, qui vient de l'hibiscus et qui est une huile essentielle déjà relativement utilisée en parfumerie naturelle, très très peu en parfumerie conventionnelle parce que extrêmement cher. Et c'est une huile essentielle à l'odeur entre le coton, la cire d'abeille et le jasmin, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose de très profond, très intéressant, très doux et qui, quand on le mélange avec d'autres huiles essentielles, fait rayonner complètement la matière avec laquelle on le mélange. Voilà, et c'est une huile essentielle qui est tout à fait diffusable, on peut l'utiliser correctement diluée sur la peau. Enfin bref, elle a assez peu de défauts, elle est assez onéreuse malheureusement, mais c'est un bonheur total. Voilà. Alors, permettez-moi peut-être une dernière question. Est-ce que le prix d'une huile essentielle, vous avez parlé de l'ambrette pour bientôt, de la rose de Damas, du néroli, est-ce que ce sont des freins que vous observez chez vos clients? Inévitablement, le prix d'une huile essentielle, ça joue bien sûr sur le fait qu'on la vende plus ou moins et qu'on puisse se l'offrir plus ou moins, bien sûr. Et du coup, évidemment, une bouteille de Néroli de 2 millilitres à 30 euros, oui, c'est malheureusement évidemment un frein. Les gens comprennent tout à fait que ça ait une certaine valeur, surtout quand on leur explique les problèmes de rendement, les problèmes de disponibilité. Mais oui, malheureusement, c'est un frein. Après, faut savoir, et on le sait de plus en plus, que bien souvent, les huiles essentielles de grande valeur, c'est des huiles essentielles qu'on va utiliser dans de toutes petites quantités, qui vont déjà bien souvent avoir une odeur extrêmement puissante et qu'on va pouvoir utiliser à quantité presque infinitésimale. Et puis, c'est des choses qu'on conseille souvent en olfaction en particulier. Typiquement, on ouvre la bouteille, on se fait un grand shoot de néroli ou de jasmin ou d'iris, on referme la bouteille, on en a virtuellement utilisé très très peu, mais effectivement, oui, malheureusement, le prix est un frein. Alors, nous, on a fait le choix de ne pas négocier les prix à l'achat
avec nos fournisseurs et en particulier avec les artisans avec lesquels on travaille. Donc, c'est eux qui fixent les prix avant nous. Donc, on n'est pas une centrale d'achat et on ne va pas renier les prix pour faire au moins cher possible. Ce n'est clairement pas le principe de la boutique. Mais oui, malheureusement, les huiles essentielles chères, oui, évidemment, c'est un frein. Et après, c'est aussi parce que l'humain est respecté totalement sur la chaîne. C'est aussi parce que la planète est totalement respectée. Mais oui, malheureusement, c'est un frein et c'est tout à fait compréhensible. C'est un frein à l'achat, oui. Merci pour cette précision qui me semble très, très importante. Alors, merci Wayne Willey et Grégory d'avoir répondu aux questions de l'Aromazine. Et l'Aromazine vous souhaite beaucoup de succès et surtout longue vie à votre concept absolument extraordinaire. Merci Merci beaucoup, vous beaucoup. aussi, longue vie. À bientôt. Merci Philippe pour cette très belle interview de deux passionnés et deux personnes très passionnantes. J'avais eu le plaisir de les rencontrer à tes côtés il y a quelques mois et c'est vraiment des personnes incroyables, très généreuses en information et qui sont vraiment prêtes à nous aiguiller pour nos achats. Eh oui, c'est vraiment une boutique qui mérite la visite. Donc elle est, on vous le rappelle, sur Paris. Et vous aurez donc vraiment des conseils avisés pour bien choisir vos huiles essentielles. Et bon, on vous remercie en tout cas pour d'avoir suivi cette aromazine jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez nos publications, d'actionner la petite cloche pour être prévenu de toutes nos futures vidéos. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain aromazine.